Ce soir, on ira à la découverte d'un jeune électronicien. Drissa Koné est fabricant de multiprises et de rallonges. Sa passion et son métier dévoilé en début de journal. Lutte contre la vie chère, la campagne de vérification des instruments de mesure lancée sur l'ensemble du territoire. L'opération vise à garantir la fiabilité notamment des balances et pompes à essence. Bonsoir et bienvenue à tous dans cette édition. Pour le portrait donc ce soir, on ira à la rencontre de Drissa Koné, un jeune électronicien fabricant de multiprises et de rallonges. La multiprise temporisée, c'est la dernière trouvaille de ce jeune inventeur ivoirien, un dispositif qui est censé assurer une protection aux appareils électriques en cas de coupure d'électricité. Drissa Koné, jeune fabricant de multiprises, un sujet de Nou Sangaré et Ami Koulibaly. Drissa Koné, électronicien de formation, est un jeune inventeur ivoirien. Sa dernière trouvaille, la multiprise à temporiser. Une multiprise qui protège les appareils électriques en cas de coupure d'électricité. Comme ça, j'ai simulé une coupure de courant. Voilà, le courant est là, on entend la télévision, paf, le courant est coupé. Les injures commencent, depuis le courant revient. Aïe, ma télévision, mon ampoule n'est pas allumée. On dit tranquillisez-vous, ne touchez à rien. Au bout de 30 secondes, la lumière du local, tout est là, mais lui, il attend que la mauvaise partie la passe. Et puis après les 30 secondes, il s'allume bleu et l'élément qui est la charge est alimenté. Chacun pense utile de courir et aller débrancher ses appareils en cas de coupure d'électricité. Alors j'ai pensé pourquoi ne pas trouver une astuce pour que des gens, peut-être qui n'ont pas cette force de se précipiter là, une autre action soit faite à leur place. C'est ainsi que j'ai vu qu'il existait avant un système qu'on appelait des boîtiers temporisés. Alors j'ai mis au point un système, une carte électronique que je suis allé déposer pour faire breveter. Heureusement, après l'enquête, on a vu qu'un système pareil n'existait pas. Donc le brevet m'a été attribué. Mais pour en arriver là, que de chemin parcouru. Je suis dans le domaine des télécoms et puis je me lançais un peu dans les cas difficiles. Quand il y a des cas difficiles, il y a des cartes qui tombaient en panne souvent. On dit qu'il faut envoyer en Europe pour aller faire réparer chez le prestataire. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas chercher à réparer ces cartes-là? Et je me suis lancé dedans. Vraiment, ce n'était pas facile. C'est des composants CMS. Ils appellent ça circuit araignée. On ne prend pas de fer à souder pour démonter. C'est un système de fer à vapeur. Je me suis lancé dedans. Dieu merci, j'ai persévéré. J'ai commencé à faire des prestations avec des entreprises extérieures qui peuvent témoigner aujourd'hui que je faisais le boulot pour eux. Et puis à un moment donné, je voulais le faire en interne, dans mon entreprise. C'est là que tout s'est gâté. Quand j'ai voulu faire savoir en interne que je veux faire ce métier, j'ai commencé à déranger des gens. Son amour pour l'électronique date de l'école primaire. J'étais un fanatique des bandes dessinées où on voyait avant des gens avec des cellulaires, avec des tablettes, avec des hologrammes. On se moquait de nous, on disait vous les fous là. Donc depuis l'école primaire, j'étais accro des bandes dessinées électroniques. Passionné de l'électronique, ses heures de pause, Drissa les passe au contact de ses appareils. Quand je l'appelais de temps en temps, il était toujours en train de travailler. Même à minuit, il est tout en train de travailler. Quand il quitte le travail net, dès qu'il arrive à la maison, il est toujours en train de travailler sur ses prises. Et de là jusqu'à 4 h du matin, 3 h du matin. Tellement il est passionné. Cet inventeur ivoirien peut compter sur le soutien de sa fille aînée avec qui il travaille au quotidien. On a toujours été, disons, des meilleurs amis. Donc je suis toujours là quand il a besoin de moi, je suis toujours en train de l'aider. Puis ça me passionne aussi. C'est une manière pour moi d'aller vers des gens, de me faire de nouveaux contacts. Et puis bon, je me dis c'est aussi pour la famille. Donc c'est aussi mon héritage, donc je dois aider papa à avancer. Je suis du genre son assistante en communication. Donc tout ce qui est communication, marketing, c'est moi qui m'occupe. Drissa Koné a un brevet international d'inventeur. Il travaille à la compagnie ivoirienne d'électricité où il est commis à une tâche autre que sa fonction d'électronicien. Je suis un dessinateur. Il fait des photocopies. Vous voyez, monsieur qui a un brevet d'invention internationale, on a trouvé de mieux qu'à me mettre dans un bureau, je fais des dessins sur AutoCAD, où la formation est en 2 étapes. Je suis tombé sur la dernière étape, on m'a dit de me débrouiller quand même pour produire des schémas. J'ai réussi à le faire. Or, il y a un labo qui est là. J'ai même demandé volontairement à y aller. On dit non. Drissa ne baisse pas pour autant les bras. Marié et père de 6 enfants, dont 3 filles et 3 garçons, cet inventeur ivoirien a reçu en 2016 le meilleur prix en électricité africain Startup Forum et en 2017 le prix de la meilleure invention jeune de la FEDIMSI, Fédération des inventeurs et innovateurs de Côte d'Ivoire. Son souhait aujourd'hui est de produire à un niveau industriel pour atteindre un plus grand nombre de consommateurs.
Lutte contre la vie chère, la campagne de vérification des instruments de mesure lancée sur l'ensemble du territoire. C'est une opération qui devrait permettre de garantir leur fiabilité afin d'assurer la protection du consommateur, sans concerner notamment les balances et pompes à essence. On en sait plus avec Lanciné Bakayoko de RTI 1. Cette opération nationale de vérification a pour but de s'assurer du bon usage des instruments de mesure, aussi bien dans le commerce que dans les industries. Imaginez-vous un tensiomètre et autres, d'accord, qui sont mal ajustés, peuvent créer en fait des cas qui sont dramatiques. Et la science de la métrologie en fait est transversale. Elle est partout. Le respect de la mesure devrait permettre de régler les problèmes liés à la fiabilité, à la loyauté et à la transparence dans les transactions et de prescrire le rajustement ou la mise hors service de ceux qui ne remplissent plus les conditions réglementaires. L'année dernière, nous avons eu à contrôler plus de 138 000 instruments de mesure et au terme de ces contrôles-là, nous avons dû retirer environ 300 instruments de mesure qui ont été retirés du marché et également détruits. Les opérateurs économiques s'engagent à s'approprier pleinement la mesure qui permettra de livrer des produits au juste prix. Nous accueillons cette campagne avec beaucoup de joie. Nous sommes déjà dans la dynamique. Tous les jours, notre activité consiste à vérifier les instruments de mesure. Ce contrôle des instruments de mesure qui se tient sur toute l'étendue du territoire est bien apprécié par les clients. Pour ce que j'ai vu aujourd'hui, je suis rassuré. La mesure concerne les hôpitaux, les restaurants et pâtisseries, les pharmacies, les boucheries, les poissonneries ainsi que les stations-service. Le gouvernement qui décide également de rapprocher les services de secours des populations. Un centre de secours d'urgence vient d'être inauguré à Daloa, réalisé sur une superficie de 6 246 mètres carrés pour un coût de 189 millions de francs CFA. Ce centre a pour mission principale de porter secours aux populations en cas d'accident, d'incendie, de sinistre et de catastrophe. Au-delà de nos frontières, en Allemagne, au moins 3 personnes tuées et plus de 30 blessés aujourd'hui dans le centre-ville de Münster. Un drame causé par une voiture qui a foncé dans la foule. Le chauffeur s'est ensuite suicidé avec une arme à feu. Direction Oklahoma, les profs sont en colère dans cet état du centre-sud des États-Unis. Tableaux troués, livres abîmés, salaires parmi les plus bas du pays. Les professeurs sont en grève et réclament d'urgence plus de fonds pour l'école publique. Plusieurs milliers d'enseignants dans la rue, une manifestation comme l'Oklahoma n'en avait jamais connue. Dans cet état du centre des États-Unis, rural et conservateur, l'école publique est à sec. Tous ici, comme Scott, se sentent abandonnés par le pouvoir local. La Constitution de l'État dit que les fonds publics doivent financer une éducation convenable. Et ces 10 dernières années, le budget a chuté de 28%. Il n'y a pas assez d'argent pour travailler correctement. Le manque de moyens, ce professeur d'histoire le voit tous les jours dans le bâtiment préfabriqué qui fait office de salle de classe. Ici, tout est vétuste. Les termites ont même attaqué son tableau. Et il n'y a plus d'argent pour remplacer les manuels scolaires trop usés. Ça, ce sont nos vieux livres. 2007. Les professeurs de l'Oklahoma sont les moins bien payés des États-Unis. 2 500 $ net par mois pour Scott. Malgré ses 25 ans d'expérience, c'est 2 fois moins que le salaire moyen américain. 1 600 pour un enseignant en début de carrière. Un débutant en Oklahoma peut presque bénéficier des bons alimentaires. Il est presque éligible à l'aide gouvernementale. Alors pour arrondir les fins de mois, en plus des cours, Scott entraîne l'équipe de football américain de l'école. Et au coup de sifflet final, il entame son autre métier, celui d'agent immobilier. Ça, c'est mon deuxième boulot. Je plante des panneaux à vendre devant les maisons en vente. Quand enseigner deviendra trop difficile et que j'aurai perdu le plaisir d'être avec les gamins, j'arrêterai. Et avec toutes ces coupes budgétaires, c'est de plus en plus difficile. Et la colère des enseignants ne touche pas que l'Oklahoma. Le manque de moyens les a déjà fait descendre dans la rue, en Virginie occidentale et maintenant en Arizona. Au Brésil, l'ex-président toujours en liberté, condamné à 12 ans de prison pour corruption et blanchiment dans l'affaire Petrobras, Luiz Inácio da Silva, âgé de 72 ans, ne s'est pas rendu à la police fédérale comme le lui avait demandé hier la justice. Lula qui a assisté ce samedi à une messe en hommage à son épouse décédée l'an dernier.
Avec l'entrée des soldats américains dans Bagdad le 9 avril 2003, ils étaient plusieurs à rêver un avenir radieux sans Saddam Hussein. Malheur et désolation, 15 ans après, la désillusion est bien là, l'invasion, les grands rêves anéantis. Un reportage de nos confrères de l'AFP. Le 9 avril 2003, ces images font le tour du monde. La statue de Saddam Hussein est déboulonnée, le régime chute. Case tient un petit salon de coiffure juste en face. Il ferme la boutique à l'arrivée des troupes américaines et assiste à la scène devant sa télévision. Bagdad est tombé quand la statue est tombée. Vous savez, Saddam était l'homme fort, celui qui contrôlait tout. Les gens pensaient qu'il avait des armes chimiques et qu'il allait les utiliser. Les gens avaient peur. Après l'invasion américaine, l'Irak sombre dans la violence. Les 15 années qui ont suivi n'ont apporté que malheur et désolation. Abou Ali, 61 ans, a perdu 3 fils dans des attentats en 2007 et en 2013. La situation actuelle n'est pas prometteuse. Chaque parti a sa propre opinion, la sécurité n'est pas très bonne et les politiciens n'aspirent qu'au pouvoir. Après l'invasion américaine, toute une génération est touchée par les conflits. Le système éducatif n'est pas épargné. Nombreux sont les professeurs partis à cause des violences. Ali Abbas est professeur de journalisme à l'université de Bagdad. Il dresse un tableau très noir des 15 dernières années. Nous nous sommes débarrassés d'une dictature et des guerres, mais en conséquence, nous les professeurs avons perdu la sécurité et la sûreté. Nous avons perdu à tous les niveaux, nous faisons simplement notre travail au lieu d'être créatifs. Après 15 ans de violence, l'Irak déclare avoir gagné son combat contre le groupe État islamique. Dans tout le pays, les Irakiens aspirent au renouveau, notamment avec les élections législatives en mai prochain. Des poules en maison de retraite, ça se passe en France. Elles y sont pour échapper à l'abattoir. En effet, chaque année en France, près de 100 millions de poules pondeuses sont abattues dès 18 mois. Face à ce constat, une start-up propose l'entrée en poulailler, un autre mode de production plus éthique. Ces poules pondeuses sont des rescapées. Elles ont toutes plus de 18 mois et auraient dû finir à l'abattoir. La cause, la baisse progressive de productivité des poules à partir de cet âge. Une pratique de l'industrie agroalimentaire qui a choqué ces 3 jeunes entrepreneurs, dont Fabien, devenu récemment végétarien. L'idée de sauver les poules, elle est venue quand j'ai découvert le côté systématique de l'abattage que je ne connaissais pas et qui m'a surpris. J'ai cherché à voir si quelqu'un avait fait ça, de ne pas tuer des poules, et je ne l'ai trouvé nulle part. Donc j'ai décidé que j'allais le faire. Cette maison de retraite, baptisée Pool House, vient d'ouvrir ses portes dans la campagne limougeaude. Les 600 premières pensionnaires sont choyées, nourriture bio, soins par homéopathie, des pâtures à perte de vue. La ferme compte pas moins de 16 hectares et pourra accueillir jusqu'à 18 000 protégés jusqu'à leur mort naturelle. Ces poules-là vivent en moyenne 5-6 ans. C'est une aberration, surtout que c'est vraiment juste une question de rentabilité. Et que derrière, il n'y a pas de justification vraiment de les abattre, étant donné qu'on ne valorise pas la viande derrière non plus. Et qu'en plus, elles pondent encore, quoi. Donc nous, on avait envie de montrer un autre modèle de production. Un modèle de production qui fonctionne un peu comme notre système de retraite par répartition. De jeunes poules sont au travail chez 4 éleveurs bio, partenaires de la start-up. Leurs œufs sont commercialisés sous la marque Pool House au prix d'1 € l'unité, soit le double d'un œuf bio classique. Un prix qui permet de financer la fin de vie de leurs aînés qui continuent de pondre, mais à leur rythme. Lancée en septembre, l'offre éthique a su séduire un public. Plus de 400 000 œufs ont été vendus. Il y a un réel intérêt du consommateur, on pourrait même dire qu'il y a un réel intérêt du consommateur, parce qu'aujourd'hui on voit bien c'est lui qui change les choses. On le voit parce qu'il y a l'arrêt des œufs en cage qui est prévu en 2022, c'est par le consommateur, mais c'est également par le consommateur que les poules ne seront plus abattues à l'âge de 18 mois. Aujourd'hui, une levée de fonds est ouverte sur la plateforme innovante myoptions.co pour réunir 100 000 € et financer des nouveaux bâtiments. Car l'entreprise aimerait accueillir du jeune public pour le sensibiliser au sort des poules et partager le résultat de ses recherches sur la productivité de ses protégés au-delà des 18 mois fatidiques. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Bonne fin de semaine en compagnie des programmes de la RTI, la marque du service public.